d'elle. Ronnie Broman, l'Union européenne, de son côté, annonce l'octroi d'une aide humanitaire de 120 millions d'euros en faveur de la bande de Gaza. Et quelles vont être désormais les principales priorités, selon vous, pour la population gazaoui? L'aide étrangère, l'aide extérieure est en effet une priorité. Faire parvenir du carburant pour faire tourner les groupes électrogènes, des vivres, des médicaments, du matériel pour la survie, la reconstruction, l'hébergement de tous ces gens qui sont sans abri, sans rien, qui vivent sous la tente. Mais en disant cela, la question qui me traverse l'esprit, c'est pour combien de temps ? Combien de temps 2 millions de personnes vont-elles vivre dans un état de réfugiés totalement dépourvus de tout, c'est-à-dire vivant sous la tente 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt cette dernière hypothèse qui est la bonne. Donc les dégâts causés par cette guerre, dont Elie Barnavi disait que depuis 1 an, elle est devenue totalement inutile, ce qui redouble sa cruauté, d'une certaine manière, c'est-à-dire le vide de sens augmente l'horreur de l'événement lui-même. Comment ça va se passer? J'ai conscience d'être un peu un trouble-fête, de gâcher le plaisir qu'on peut ressentir à l'achèvement d'une étape horrible. C'est pas la prudence, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse vis-à-vis de ce qui va concernant ce qui va se passer maintenant. D'autant plus qu'on a créé tout de même une génération de gens, enfin en tout cas de nombreuses personnes, de nombreux jeunes gens, dont l'unique obsession va être de se venger, va être de retrouver une sorte de dignité, certes par le plus mauvais chemin, en se demandant comment ils vont pouvoir venger leurs frères, leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants. C'est tout cela qui constitue l'avenir immédiat des Palestiniens. Donc on n'est pas sorti encore de la chose. Et puis Elie Barnavi disait qu'il avait confiance dans le fait que cette guerre ne pouvait pas reprendre. J'espère vraiment le plus profondément qu'il a raison, mais ça n'est pas si évident que cela, puisque d'emblée, l'entourage de Netanyahou a prévenu que si la phase 1 de cet accord ne conduisait pas à un anéantissement civil et militaire total du Hamas, on ne voit pas comment un anéantissement civil total peut avoir lieu et on ne voit pas comment un accord de cessez-le-feu peut conduire à cet anéantissement. Et bien dans ce cas-là, la guerre pourrait reprendre. Autrement dit, il y a déjà des annonces que cette guerre pourrait reprendre après les 6 semaines que doit durer la première phase. Elie Barnavi, je vous laisse la parole. Vous avez entendu ce que vient de dire Ronnie Broman. Est-ce que vous partagez son analyse d'une manière globale? Cette trêve, elle est fragile. Vous espérez justement qu'il y ait des cautions du côté du Hamas, du côté du gouvernement israélien. Vous y croyez, notamment côté israélien, à ce que cette trêve perdure? Écoutez, quand on vit ici, franchement, l'éventualité de la reprise de la guerre au terme de la première phase paraît impossible. Ni l'opinion, ni l'environnement international ne permettra. Les gens sont épuisés. Il y a d'énormes problèmes dont on ne parle jamais, mais qui sont très prenants ici. Ce sont les réservistes. Vous savez, c'est une population qui est très éprouvée par la guerre, qui a d'énormes problèmes économiques. Vraiment, je ne vois pas. C'est vrai que cela se dit, ce sont les représentants des partis d'extrême droite et l'un des péchés majeurs de Netanyahou, c'est d'avoir amené ces gens des marges du système politique vers le cœur du système politique. Ça, il ne lui sera jamais pardonné. Alors pour ces gens-là, la poursuite de la guerre est importante parce qu'ils veulent occuper le territoire et renouveler la colonisation. Ils le disent d'ailleurs. Et donc jusqu'à maintenant, Netanyahou dépendait d'eux complètement. Il dépend un peu moins parce qu'il a réussi à élargir sa coalition. Et puis surtout, il faut dire, parce qu'il a le choix entre Smotrich et Trump. Smotrich étant le représentant des colons au gouvernement. Et donc, il ne peut pas ne pas choisir Trump. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que Trump a inventé un nouveau style de politique internationale et qui, il faut bien l'avouer, a réussi. Ce que lui, il a fait, il n'a pas négocié avec Netanyahou. C'est par comparaison, on voit la faiblesse insigne
de l'administration Biden, qui était vraiment remplie de gens tout à fait compétents et sympathiques, qui ont été incapables de conclure. Et là, Trump est arrivé et il a, au lieu de parler, il a aboyé, au lieu de négocier, il a imposé, et ça a marché. Donc, comme il ne veut pas de guerre, qu'il a dit qu'il ne voulait plus la guerre, on ne voit pas Israël recommencer à faire la guerre au bout de la première phase. C'est ce qui me rend un peu confiant. Et le fait que je me retrouve du même côté de la barricade que Trump, je trouve cela curieux, mais c'est ainsi. C'est ainsi. Slimane Zeguidour, je me tourne vers vous. Moi, je voulais savoir également, c'est une question qu'on se pose, quel va être le rôle du Hamas désormais? Certains observateurs le voient comme l'un des grands gagnants de cet accord. Si on se met dans l'optique dont parlaient tout à l'heure Elie Barnavi et Ronnie Broman, à savoir que un des buts de la guerre qui était annoncé, c'était l'éradication complète du Hamas plus la libération des otages, on voit que le Hamas, non seulement il y a encore quelques jours, pouvait encore infliger des pertes à l'armée israélienne, mais aussi, dans cette négociation, il s'est imposé comme un vrai belligérant. Jusqu'ici, il était présenté comme une organisation terroriste. Maintenant, l'Amérique, en s'impliquant dans cette négociation, n'a pas négocié avec des fantômes, mais avec des gens qui représentent le Hamas. Donc le Hamas en sort indéniablement, en tout cas sur la scène proche-orientale, sur la scène palestinienne. Son représentant, tout à l'heure, avait parlé de victoire, à savoir que le Hamas était toujours là, que la question palestinienne était devenue au centre de la politique internationale et qu'elle est devenue la seule cause pour laquelle on se mobilise depuis Sydney jusqu'à Valparaiso au Chili. Il n'y a pas d'autre cause pour laquelle il y ait ce mouvement. Maintenant, le Hamas reste un mouvement, si on voulait appliquer les catégories européennes, c'est un mouvement d'extrême droite, intégriste, mais c'est l'aile d'extrême droite et intégriste du mouvement national palestinien en général. Et c'est par ce biais-là que le Hamas va s'imposer dans la reconfiguration de la scène politique palestinienne, notamment face à l'autorité palestinienne.